Bonjour à tous, bienvenue à notre dernière séance sur le projet Eau Sol et Mio, donc sur le sujet de l'agriculture de conservation et de la qualité de l'eau. Donc on vous laisse quelques minutes pour vous connecter, on voit que ça arrive. Et puis en attendant, ce que je vous propose, c'est de vous donner les quelques règles du webinaire. Donc vous le savez, votre caméra et vos micros sont coupés. On a seulement accès aux personnes voilà, qui vont prendre la parole aujourd'hui via leur caméra. Donc, vous pouvez néanmoins communiquer avec nous via le chat. Vous posez toutes vos questions et on essaye d'y répondre le plus rapidement possible, en tout cas en direct avec nos intervenants. Voilà, donc moi je me présente, je suis Marine Descamps, animatrice à l'APAD et animatrice pour le projet Au Sol et Mio. Donc, on va être ensemble pendant 1h30, donc jusqu'à 15h30. L'idée, c'est d'aborder la 5e session qui clôture nos 5 webinaires. Donc, vous le voyez, nos 5 sessions ont été organisées, bon, comme je vous l'ai dit, dans le cadre du projet Au Sol et Mio. Donc, Au Sol et Mio, c'est un projet porté par l'APAD, Association pour la promotion d'une agriculture durable, et financé par l'Agence de l'eau, qui est représentée aujourd'hui par Jérôme Ratierson. Donc, salut Jérôme. Donc, lors de la première session, donc, on vous a présenté les résultats du projet. Donc, un projet de suivi qui s'est fait chez 30 agriculteurs en agriculture de conservation des sols. Donc, à cette occasion, on a identifié nos points forts, nos axes d'amélioration sur le système. On a aussi illustré nos propos avec 2 tables rondes en direct avec 6 agriculteurs du projet, donc une table ronde sur la partie nord du bassin, une table ronde sur la partie sud. Ça a été l'occasion d'illustrer en tout cas les réalités des agriculteurs qui essayent d'améliorer ce système du point de vue de la qualité de l'eau. Donc, on a abordé rotation, on a abordé couverture permanente, on a abordé aussi le manque d'outils parfois pour mieux piloter tous ces indicateurs, en tout cas, de la qualité de l'eau. Et puis, la semaine dernière, on a fait un dernier focus sur nos actions nationales sur la thématique de la gestion de l'enherbement et de la recherche d'alternatives au glyphosate. Donc là, tout ça, c'est accessible sur notre site internet, sur notre chaîne YouTube. Donc, je vous invite, on ne va pas rebalayer un peu toutes les conclusions. Donc, je vous invite fortement à regarder toutes nos vidéos en ligne et à regarder aussi la synthèse de notre projet sur notre site internet. Donc aujourd'hui, on est sur la session 5. Merci Anvilis pour la succession des diapos. Donc la session 5, on est sur une approche un peu plus territoriale destinée à tous ceux qui ont envie de se bouger un peu en local et d'avancer sur ces sujets. Donc c'est destiné aux groupes d'agriculteurs, aux collectivités, aux organismes agricoles, voilà, à toute structure ou personne qui ont envie de travailler sur la thématique ACS et qualité de l'eau. Donc on est plus sur une approche outils et accompagnement. Donc, on a divisé la session en 3 grandes parties. La première, c'est plutôt comment accompagner la transition en ACS vers des systèmes vertueux pour la qualité de l'eau. Donc, quand on parle de transition, c'est vrai que nous, chez nous, à l'APAD, on est plutôt sur une approche globale du système, c'est-à-dire au démarrage, on aime bien prendre en compte toujours aussi les 3 piliers de l'agriculture de conservation des sols, que sont le semis direct, la couverture permanente des sols et la diversification des rotations. L'idée, c'est à chaque fois qu'on a les 3 piliers, c'est qu'on a une approche globale et qui permet en tout cas d'avoir les résultats de durabilité qu'on cherche chez une exploitation économique, agronomique, environnementale. Mais on sait que la transition, elle doit aussi se faire de pas à pas. Et des fois, il faut aussi mobiliser quelques-uns des leviers pour avancer. Donc là, on va avoir peut-être une approche un peu plus par levier, notamment par le levier qui est le plus performant, c'est celui des couverts. C'est le levier, on le sait, le plus performant pour la qualité de l'eau, mais aussi pour la réussite technique de l'ACS. Et donc, on laissera Anvilis, notre bureau d'études, qui est représenté par Romain Cassard, donc Anvilis, bureau d'études en agri-environnement ou agro-environnement, qui nous a aidés tout au long du projet Au Sol et Mio, et puis qui a réussi à nous dénicher plein de petits projets, ou plein de gros projets aussi, qui traitent de ce sujet sur le territoire Seine-Normandie, mais aussi en dehors du territoire, en tout cas, qui permettrait, en tout cas, j'espère, d'inspirer le plus grand nombre pour travailler sur ces thématiques-là. Le deuxième volet, c'est comment améliorer aussi les pratiques des groupes déjà en ACS. Donc, on était sur la partie transition. On va aussi aborder le sujet de l'accompagnement des groupes d'agriculteurs qui sont
qui ont déjà, on va dire, les 3 piliers et qui sont déjà dans un système un peu plus abouti, mais qui doivent, enfin, c'est vrai mais qui doivent travailler aussi sur les axes d'amélioration que l'on a identifiés. On a vu qu'on avait plein de qualités aussi sur la qualité de l'eau, entre guillemets, dans ce système, mais on a vu qu'on avait aussi des choses à travailler. Donc ça, on le verra dans cette partie-là. Et on fera justement un focus sur la partie groupe 30 000, qui est un dispositif qui nous plaît bien aussi à la PAD, qu'on utilise, parce que du coup, il permet de répondre à nos problématiques tout en gardant un peu nos valeurs, nos valeurs un peu collectives, d'approche collective et d'autonomie. Et puis, le troisième volet, c'est plutôt vous présenter un outil qui peut accompagner les dynamiques sur vos territoires, en tout cas les dynamiques vers la transition vers l'agriculture de conservation des sols. Donc, c'est le label Au cœur des sols, donc le label ACS qui a été mis en place par la PAD l'année dernière. Donc ça, c'est Justine Lebas, ma collègue à la PAD, animatrice au même titre que moi, et qui vous présentera les caractéristiques de ce label, qui vous présentera aussi comment ce label permet de prendre en compte certains enjeux hauts et puis comment vous pouvez aussi mobiliser cet outil sur votre territoire. Voilà. D'ici là, je vous encourage toujours à converser sur le chat s'il y a des questions. On fera des sessions questions-réponses avec nos intervenants. Et puis je laisse le lien à Romain pour présenter sa partie et puis aussi présenter nos intervenants. Merci Marine. Romain Castard, bureau d'études en Ulysse. Donc, comme le précisait Marine, on a accompagné la PAD là, sur ce projet au sol de Millau. Après, voilà, de manière plus globale, on est vraiment spécialisé sur les thématiques donc agriculture, environnement, pollution diffuse, etc. Donc, on travaille beaucoup avec les collectivités là, sur ces projets pollution diffuse. On travaille aussi avec la recherche, avec les agences de l'eau, avec des firmes phyto aussi. Donc, on a une position un peu à l'interface des différents acteurs, voilà, ce qui nous permet d'avoir un peu une visibilité de différents projets. Donc là, je vais vous présenter aujourd'hui quatre cas qui donnent un peu une vision assez diversifiée d'exemples d'actions qu'on peut mettre en place sur les territoires à enjeux hauts et qui vont dans le sens de l'agriculture de conservation. Donc, le titre de mes premières diapos, l'ACS, c'est un outil au service de la préservation des ressources en eau. Comme l'a précisé Marine, j'ai mis ACS entre guillemets parce qu'on n'est pas forcément sur des actions qui vont dans le sens de l'agriculture de conservation des sols au sens stricto sensu de la définition, mais voilà, qui par un levier ou un autre vont permettre d'y converger. Donc, je ne vais pas refaire pareil la présentation qui a dû être faite sur la première session de webinaire, mais juste pour redire que la préservation des ressources en eau, c'est un enjeu très important pour l'Agence de l'eau Seine-Normandie qui est présente ici aujourd'hui, mais voilà, pas seulement pour eux, c'est un enjeu sociétal. On voit là sur la carte du bassin Seine-Normandie, en gros, qui va de Châlons-en-Champagne à Caen, d'est en ouest, c'est à peu près 380 captages prioritaires qui sont concernés, sachant qu'un captage prioritaire, donc on va travailler sur l'aire d'alimentation du captage, c'est, on va dire, quelques dizaines d'hectares à plusieurs dizaines de milliers d'hectares parfois. Donc, on arrive vite quand même sur des surfaces conséquentes. Sur ces 380 captages, aujourd'hui, il y en a à peu près 320. J'ai repris les chiffres qu'il y avait sur notre site, Jérôme, pour de grandeur. Donc, à peu près 320 sur lesquels l'Agence de l'eau finance des actions. Donc, voilà, vraiment un enjeu important qui va concerner beaucoup d'exploitants sur ce bassin versant-là et donc forcément beaucoup de surface également. Et puis, je rajouterais, au-delà de l'enjeu eau, il y a l'enjeu climat qui initialement n'était pas forcément les préoccupations principales des agences de l'eau, mais qui aujourd'hui font partie intégrante des programmations. Donc, pour illustration, le programme 2019-2024 de l'Agence de l'eau s'appelle Eau et Climat. Voilà. Et donc, dans ce cadre d'intervention, les actions qu'on va chercher à mettre en place sur des territoires sur lesquels on a des enjeux de préservation de la qualité de l'eau utilisée pour l'eau potable, elles peuvent être assez larges. J'ai mis quelques exemples. Alors forcément, on va retrouver du bio, on va retrouver des actions foncières, de l'accompagnement technique agricole. Voilà, on peut avoir un spectre d'actions assez large. Et donc, par rapport à ces actions-là, on va en retrouver certaines qui peuvent rejoindre ou converger vers le système d'agriculture de conservation des sols.
Donc, pour illustrer un peu les actions possibles, j'ai choisi 4 cas d'études. Je vais vous présenter quelques diapositives, 4-5 minutes par exemple, pas plus. L'idée, c'est d'aller vraiment à l'essentiel. Et puis, par la suite, donc, on a Léo Berthe qui est avec nous, qui est animateur pour Chartres Métropole. Et puis, Marine Grabcap, qui elle est animatrice sur le Serpent. Donc, on a 2 animateurs là, de ces 4 exemples que je vais vous citer qui seront là pour éventuellement apporter des compléments et puis répondre à vos questions. Alors, le premier cas que je voulais présenter, c'est Chartres Métropole. Donc, Chartres, on a 8 captages prioritaires sur le territoire de la métropole. Je disais que ça pouvait être des surfaces importantes. Hein. Dans le cas de cette seule métropole, c'est quasiment 30 000 hectares qui sont concernés par des aires d'alimentation de captage. Donc, on est sur un secteur, là, on est vraiment en limite nord de la Beauce, avec des systèmes plutôt classiques, blé-orge-colza. Et donc, on est sur les captages, globalement, la problématique, ça dépend un peu des captages, mais globalement, on retrouve nitrates et pesticides, avec, comme très souvent, l'atrazine et surtout des produits de dégradation de l'atrazine, et puis également dérivés du méthazachlore aussi, qu'on retrouve aussi assez fréquemment. Les 8 aires d'alimentation de captage, on est sur des phases différentes. Avec les captages les plus anciens, on a des actions qui sont mises en place depuis 2013 à peu près. Et puis les plus récents, les programmes d'action viennent d'être définis. Donc voilà, beaucoup de surfaces, beaucoup d'aires d'alimentation, mais une diversité de démarches et une hétérogénéité temporelle aussi. Donc, avec l'arrivée ces dernières années de ces nouvelles aires d'alimentation, il y en a eu 6 dans les dernières années sur la métropole, il y a eu une volonté de la collectivité, et appuyée par les différents partenaires, d'harmoniser autant que possible les plans d'action sur l'ensemble des aires d'alimentation, sachant qu'on a parfois des agriculteurs qui sont sur plusieurs aires d'alimentation de captage, donc avoir une certaine cohérence entre les plans d'action. En parallèle, pour simplifier ce travail d'harmonisation, pour le prendre sous forme de boutade, en 2018, un des captages, donc une des aires d'alimentation du captage de la métropole, a été choisi par le préfet, par la préfète en l'occurrence, comme bassin pilote. Donc concrètement, il y a une feuille de route, une charte qui a été signée avec donc la collectivité, puis les principaux partenaires, donc les coopératives, les négoces, les partenaires techniques et financiers, qui en gros fixe des objectifs de moyens en termes de changement de pratique assez ambitieux, mais en laissant beaucoup de liberté sur les moyens à mettre en œuvre. Donc, pour arriver à définir justement les moyens à mettre en œuvre sur ces aires d'alimentation, en parallèle de la démarche globale sur l'ensemble des aires d'alimentation, il y a eu un travail plus spécifique avec les agriculteurs de ce bassin versant-là pour définir qu'est-ce qu'on allait faire et puis de quelle manière on allait pouvoir travailler. Pour redonner quelques grandes lignes de la stratégie qui a été mise en place par la métropole pour protéger les captages. Alors, tout d'abord, sur la manière de travailler, une volonté forte qui est affichée, mais qui n'est pas seulement d'affichage, c'est réellement ce qui a été mis en place, c'est de travailler vraiment en concertation avec la profession, avec les agriculteurs en premier lieu, que ce soit leur projet à eux autant que possible qui soient mis en œuvre sur les aires d'alimentation. Et donc s'appuyer sur les acteurs volontaires pour derrière entraîner un effet de masse, un effet boule de neige. C'est pas forcément le sujet que je vais développer, mais parmi les 3 piliers de l'agriculture et de conservation des sols, c'est un sujet essentiel, la diversification des assolements et des cultures. Donc je voulais juste préciser quand même que dans le cadre de la démarche, la collectivité porte aussi une réflexion sur les filières, en privilégiant évidemment les cultures, les productions à bas niveau d'impact. Donc voilà, là on est sur un travail plutôt amont de réflexion, et le but c'est d'arriver à identifier des filières qui seraient intéressantes à la fois pour l'eau et puis pour d'un point de vue agronomique. La collectivité a également travaillé depuis pas mal de temps là, sur l'acquisition de références, donc à la fois sur la connaissance de la ressource en eau, des suivis qualité d'eau, et puis également de manière agronomique avec des suivis de reliquats azotés à différentes périodes de l'année, des mesures de biomasse. Donc voilà, vraiment essayer de comprendre le fonctionnement des différents systèmes de production et puis l'impact potentiel des uns et des autres. Et en termes de levier d'action, ce qui a été en gros
validé de manière assez unanime là, sur les phases de concertation avec la profession, c'est de travailler sur le sujet des couverts avec, en gros, la stratégie, c'est de développer au maximum les surfaces qui sont couvertes et puis avoir des couverts autant que possible de meilleure qualité, c'est-à-dire qu'ils soient efficaces sur la fixation de l'azote. Donc, pour arriver à travailler sur ce sujet des couverts, une des premières actions qui a été mise en place et qui reste encore aujourd'hui une des bases du travail, c'est l'animation d'un groupe couvert. Donc, voilà un petit schéma qui présente un peu l'organisation de ce type de groupe. Donc, on a une animation par la collectivité ou la chambre d'agriculture. Et puis derrière, le but, c'est que ce soit, autant que possible, des agriculteurs qui soient maîtres de ce qui va se passer, aussi bien en termes de contenu, d'organisation. Donc voilà, avec des partages d'expériences, aussi bien sur les agriculteurs du réseau que sur d'autres territoires potentiellement. Voilà, il y a des réseaux de parcelles qui sont constitués, qui sont suivis. Je parlais tout à l'heure de suivi de reliquats azotés, de pesée de biomasse, etc. En fin de campagne, ça permet de faire des bilans, de communiquer sur les résultats, de définir des stratégies d'action par la suite. Donc voilà, il y a vraiment un travail de groupe, toute une réflexion qui est pilotée autour des couverts. Donc, c'est une base essentielle. Par contre, vraiment, pour atteindre l'objectif de développer les couverts et la qualité des couverts, on a des freins. Marine, tu les as recités pour la plupart en introduction, qui ressortent assez classiquement, mais c'est comment accéder à un matériel adapté, une question d'organisation du travail. On sait que pour avoir des couverts le plus efficaces possible, il faut arriver à les semer les plus près possible de la récolte. Semer des couverts qui soient adaptés, alors adaptés à beaucoup de choses, mais voilà, en gros, on a chaque cas quasiment un couvert à rechercher. Et puis la question du coût, évidemment, quand on commence à partir sur des mélanges plus complexes et des techniques d'implantation plus recherchées, le coût d'implantation va augmenter. Donc l'objectif, c'est d'arriver à rester sur un coût acceptable pour l'exploitant. Donc la solution phare qui a été retenue pour essayer de concilier au mieux toutes ces contraintes, donc qui est mise en œuvre uniquement sur le bassin versant pilote et pas sur les 30 000 hectares d'aire d'alimentation, c'est de fonctionner avec une prestation de service pour le semi-découvert. Donc, en gros, les exploitants qui souhaitent participer à la démarche pour implanter des couverts non obligatoires, donc ça c'est important, donc on est hors couvert SIE et interculture longue. Donc, les agriculteurs qui le souhaitent vont s'inscrire, vont prévenir au moment où ils vont récolter, et ensuite c'est un prestataire qui va faire les semis, maximum 5 jours après la récolte, avec des mélanges. Donc les exploitants peuvent choisir le mélange qu'ils souhaitent, sachant qu'il y a quand même une petite liste qui a été retenue donc par la collectivité, mais en concertation, encore une fois, avec les agriculteurs et puis l'ensemble de la profession. La destruction des couverts, pour le coup, reste à la charge de l'exploitant. Par contre, autant que possible, on essaie de rechercher une destruction sans utilisation d'herbicides chimiques, bien évidemment. Et puis, donc, en parallèle, il y a un travail qui est mené de suivi sur la parcelle avec des pesées de biomasse, des reliquats de fin de culture et puis entrée et sortie d'hiver, de manière à évaluer aussi l'efficacité du couvert qui est réalisé. Voilà. Dans les grandes lignes, ce qui a été mis en place avec cette prestation de service, je laisserai éventuellement Léo revenir là-dessus un peu plus dans le détail. Et puis, par rapport à cette action qui a été mise en place, les pistes un peu de réflexion pour la suite, c'est pour l'accès aux semences. Donc, on sait que c'est souvent aussi un frein, arriver à trouver à la fois les semences et puis un coût raisonnable. Il y a une réflexion pour arriver à produire localement les semences nécessaires pour les couverts, en particulier pour la fiévrole. Il y a une réflexion également pour créer une structure collective de manière à semer les couverts et voilà, éviter la prestation de service. Et en lien, plus ou moins en lien avec cette structure collective, il y a une réflexion également pour arriver à créer des semoirs adaptés en autoconstruction avec autoconstruction du matériel. Donc voilà pour ce premier cas d'étude voilà, axé sur les couverts et encore une fois cette action phare là, de prestation de services pour l'implantation des couverts. Un deuxième exemple maintenant avec la ville de Rennes, plus exactement l'eau du bassin rennais.
Donc, on est sur un secteur là, qui est alimenté en eau. Donc, l'eau potable est issue principalement de ressources superficielles. De ce fait, on a des bassins versants qui sont très vastes. On est sur plus de 120 000 hectares de SAU, plus de 3 000 exploitations concernées. On est sur des secteurs d'élevage plutôt intensifs, bovins, porcs, volailles. Et donc, la collectivité a mis en place des actions de préservation de la ressource depuis quasiment une vingtaine d'années maintenant. Toujours pareil, en concertation, en accord avec la profession agricole, sachant que voilà, très rapidement, les agriculteurs ont pris part au projet, ont été d'accord pour faire évoluer leurs pratiques et prendre en compte cet aspect de préservation de la ressource, mais à condition de pouvoir s'y retrouver aussi. Donc là, l'idée qui a été retenue, c'est d'arriver à mettre en place un marché public de prestation de services et non pas de fourniture. Donc concrètement, l'agriculteur va être rémunéré pour la protection de la ressource à travers un débouché pour les productions qu'il va produire dans ce cadre-là. Donc concrètement, ce qui a été mis en place, c'est la création d'un label Terre de source. Alors j'imagine qu'il y a pas mal de personnes qui ont entendu parler. Terre de source, concrètement, pour l'agriculteur, ça implique différentes choses. Tout d'abord, il y a certaines restrictions ou interdictions, donc notamment sur les pesticides, il y a interdiction d'utiliser certaines molécules qui posent parfois problème sur les captages, donc méthaldéhyde, diméthylamide et métolachlore. Il y a aussi des restrictions sur l'usage des antibiotiques et puis l'utilisation des OGM et de l'huile de palme. L'agriculteur doit réaliser un diagnostic sur son exploitation qui est donc pris en charge par la collectivité. Et puis, il doit s'engager à travers un plan d'action avec un accompagnement technique à faire évoluer, à limiter l'impact environnemental de ces pratiques. Limiter l'impact environnemental de ces pratiques. En parallèle, on a des marchés publics qui se sont mis en place. Donc, le premier, c'est la ville de Rennes qui l'a passé en 2015 donc pour la restauration collective. Donc, c'est plutôt des agriculteurs qui étaient déjà en circuit court, en vente directe, qui ont pu y contribuer. Donc, on est pour de l'approvisionnement de la restauration collective. Et donc, c'est des appels d'offres qui sont réservés uniquement aux agriculteurs situés sur les aires d'alimentation des captages, où là, on est plutôt sur des bassins versants, mais sur les zones de protection des captages. Depuis 2015, on a une quinzaine de communes du secteur qui se sont engagées dans la démarche, donc toujours pareil pour satisfaire aux besoins de la restauration collective. Et puis, en parallèle, la marque, aujourd'hui, on la retrouve dans les supermarchés, sur des restaurants, sur Internet également. Il y a également un travail plus global qui est mené sur l'éducation, sur une alimentation saine, responsable, donc locale, le choix des produits, etc. Et le but, c'est vraiment de s'inscrire dans une démarche globale et que donc, les exploitants, assurer aux exploitants des débouchés pour des produits qui sont cultivés, qui sont produits dans une démarche respectueuse de la ressource en eau. Donc, je disais tout à l'heure, c'est à peu près 3 000 exploitations qui sont concernées par les aires d'alimentation de captage. L'idée, c'est que d'ici une dizaine d'années, l'objectif en tout cas, c'est que d'ici une dizaine d'années, on ait quasiment 25% des exploitations qui puissent être intégrées à ce démarche, à cette marque. En termes de perspective de territoire, jusque-là, le lien avec l'ACS, il n'est pas forcément évident, même si en termes d'accompagnement technique, d'évolution des pratiques, il y a forcément des choses, comme on l'a vu sur l'exemple de Chartres, par exemple, qui vont rejoindre les couverts. Mais ce qui est intéressant aussi, là, c'est dans les perspectives de développement du territoire. L'idée, c'est d'étendre le poids de groupements d'achat pour toucher davantage de producteurs. Et puis d'élargir aussi à d'autres débouchés, donc les matériaux biosourcés, l'énergie, etc. Donc ça, potentiellement, ça peut ouvrir d'autres opportunités. Des réflexions aussi sur le stockage du carbone, et donc la valorisation. Et puis plus récemment, dans le cadre global de la démarche, Eau du bassin rennais a été lauréat d'un appel à projet, donc Terre d'innovation, porté par l'État et les banques des territoires, qui concrètement lui permet d'avoir une enveloppe de 20 millions d'euros sur une petite dizaine d'années et qui permet de soutenir des projets, notamment soutenir des entreprises. Et donc là aussi, c'est un petit exemple concret de choses qui peuvent rejoindre les réflexions que vous avez tous là, sur les systèmes ACS.
L'une des réflexions qui est en cours, c'est d'investir, de soutenir une société d'agroéquipement, donc AgroWin, qui travaille notamment sur le développement d'un outil de scalpage, voilà, dans le but de substituer l'utilisation du glyphosate. Donc, j'en dis pas plus sur cet outil-là. Vous trouverez plein de choses sur Internet, sur le site AgroWin. Voilà, juste pour dire un petit mot, donc c'est un outil de scalpage avec des disques bombés, voilà, qui a priori a l'air de relativement bien fonctionner. Pardon, je reviens en arrière. Le troisième exemple que je voulais vous présenter, donc là on a Marine Gradcap, l'animatrice, qui est présente avec nous aussi. Donc c'est le SERPEN, donc le syndicat d'eau du Roumois et du plateau de Neubourg. On n'est pas très loin de Rouen. Donc là, pareil, on est principalement sur un bassin d'alimentation de captage d'un peu plus de 6 000 hectares, avec une problématique là plutôt axée sur les nitrates. Donc on était autour de 50 mg par litre. Et là, la collectivité a fixé un objectif très clair d'atteindre la valeur de 37 mg par litre sur sa ressource. On a des actions qui sont menées depuis 2014 avec à la fois un travail individuel d'accompagnement des exploitations, une réflexion voilà, sur les actions à mettre en place individuellement, et puis des démarches collectives. Et en termes de démarche, l'une des particularités de ce territoire, c'est une volonté partagée d'avoir une gestion dynamique des actions. Donc, plutôt que d'avoir un programme d'action figé sur 3, 5 ou 10 ans, année par année, de pouvoir regarder le bilan des actions réalisées et de pouvoir éventuellement rectifier le tir, adapter les actions. Donc, voilà, une gestion dynamique du plan d'action avec des moyens derrière. Donc, ça nécessite des outils, un tableau de bord, des outils de suivi et puis faire un bilan régulièrement. La stratégie qui a été retenue, c'est de travailler là récemment sur le système de paiement pour services environnementaux. Alors, cet exemple de paiement pour services environnementaux, c'est quelque chose qui se développe de manière assez importante ces dernières années sur les territoires en géo. L'idée, c'est de rémunérer l'agriculteur en fonction de l'atteinte d'un objectif. Donc là, le choix qui a été fait, c'est de baser la réflexion sur l'atteinte d'un objectif, d'un reliquat entrée-hiver. Donc, en fonction des successions, il y a différents niveaux d'objectifs qui ont été fixés, qui vont en gros de 45 à 60 kg d'azote par hectare. Et le but, c'est que ce reliquat entrée d'hiver, il y a une modélisation qui a été réalisée sur le fonctionnement de la nappe. Ça nous garantisse que l'eau qui sort sur la parcelle répond à l'objectif de qualité qui a été fixé par la collectivité. Donc, il y a forcément d'importants moyens qui sont mis en place pour suivre les parcelles, donc des observations, des pesées de biomasse sur les couverts, des analyses de reliquats, pareil, à différents moments de l'année et en particulier en entrée d'hiver. Et donc, l'agriculteur va être rémunéré en fonction de l'atteinte de l'objectif ou non, sachant que c'est une rémunération individuelle, que l'exploitant est libre des moyens il choisit les moyens qu'il souhaite mettre en œuvre pour atteindre l'objectif de résultat. Et il y a également une rémunération collective, c'est-à-dire que plus on va engager de surface sur le bac, plus les exploitants vont être rémunérés. Sachant que tout ce montage, donc les montants, l'organisation, les objectifs de qualité, ont tous été définis par des ateliers de co-construction et par un travail en concertation avec, encore une fois, les agriculteurs du secteur. Encore une fois, je ne rentre pas trop dans le détail des résultats, Marine pourrait éventuellement compléter si nécessaire, mais pour donner quelques éléments quand même, 2019, donc c'était la première année de mise en place de ce PSE. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est à peu près 125 exploitations qui sont concernées au total. On en a quasiment une cinquantaine qui se sont engagées sur le dispositif dès la première année. C'était quasiment 120 parcelles et donc à peu près les 2/3 de la SAU. Et donc, sur la première année, on a à peu près 120 sur les 190 parcelles qui ont été engagées, sur lesquelles on a eu atteinte de l'objectif de résultat. Voilà. Le dernier exemple, pour terminer ma présentation, puis avant de laisser place aux échanges.
donc là, on est un peu plus au sud. On est autour de Saintes, donc une petite pensée d'ailleurs pour eux qui sont sous l'eau aujourd'hui. Donc O17, c'est un syndicat départemental, donc le syndicat des eaux de Charente-Maritime. Donc là, l'exemple que je vous présente, donc ils ont plusieurs zones de captage, hein, mais une notamment, s'appelle le bassin versant de l'Arnoux. Donc on est entre Saintes et Rochefort. On est sur à peu près 20 000 hectares de SAU là, pour 3 captages, avec la double problématique nitrate et pesticides. Donc, une dizaine d'années de recul là, sur les actions mises en place par le syndicat, sachant que sur ce secteur là-bas, les démarches de protection de la ressource sont pilotées à l'échelle régionale par ce qu'on appelle le programme ressources. J'imagine que ça doit parler à pas mal de personnes. Donc, histoire d'avoir une cohérence autant que possible entre les actions, mutualiser des moyens, etc. Donc là, en termes d'actions qui ont été mises en place sur ce secteur-là, c'est encore une fois un travail individuel avec les exploitants sur la réflexion sur l'évolution des pratiques. Une réflexion également sur les filières. Donc là, c'est pareil, ce n'est pas le sujet que j'ai choisi de développer, mais encore une fois, pour dire que c'est partie de la réflexion et que ça concourt quand même à la problématique. Depuis quelques années, donc la collectivité, en partenariat avec les coopératives, les agriculteurs, a mené une réflexion sur les filières. Et donc aujourd'hui, il y a quatre filières, donc pois chiches, sorgho brassicole, févrole et soja, qui ont été retenues. Et donc là, il y a un travail qui est mené pour voir comment on peut structurer localement les filières en termes de production, de commercialisation, de débouchés, etc. Et puis, ce que je voulais vous présenter, c'était l'exemple concours de couverts. Alors, c'est une démarche qu'on retrouve sur pas mal de territoires. Il n'y a pas que O17 qui l'a mise en œuvre. Je voulais juste le présenter à travers cet exemple-là, mais voilà, il y a pas mal de collectivités aujourd'hui qui sont engagées sur ce terme de démarche. Donc là, voilà, on a le flyer qui a été diffusé pour la campagne 2020. Donc, le but, c'est vraiment de changer un peu l'image des couverts, surtout cette région-là, là où on a des sols très superficiels, hein, des argilo-calcaires, de 20-25 cm parfois, très séchants, sur lesquels les couverts sont souvent mal perçus. Donc, à travers cet outil qui a un côté un peu ludique, il y a un objectif de démocratiser, de changer un peu l'image des couverts auprès de la profession agricole et également du grand public. Et puis également de promouvoir des pratiques qui vont dans le sens de la préservation de la qualité de l'eau. Donc, c'est une démarche qui a été mise en place avec différents partenaires. Hein, c'est intéressant aussi, ça. C'est vraiment une réflexion globale qui est portée. Donc, il y a la Chambre d'agriculture qui est partie prenante. On a Arvalis, on a un semencier, on a les lycées agricoles du secteur, on a des collectivités. Voilà. Et donc, on est vraiment, pour le coup, sur une action qui est assez simple à mettre en place, assez peu coûteuse. Et qui potentiellement peut avoir un impact sur la ressource assez important, alors qu'il reste encore à évaluer. Il faut après, avec un peu plus de recul et sur plusieurs années, les surfaces que ça représente et puis l'efficacité, la biomasse que va produire les couverts. Mais en tout cas, en termes de dynamique, c'est pareil, c'est une action qui a relativement bien fonctionné dès les premières années, qui est relativement bien perçue par les agriculteurs notamment. Et puis en parallèle de cette démarche, pareil, je voulais dire un petit mot sur le programme Agro. Donc là, on est sur un programme qui a été initié il y a quelques années par l'AFAF et puis l'IAD, plutôt sur le bassin versant d'Ourgaronne, là pour le coup, et qui vise à développer la couverture des sols, donc que ce soit à la fois par l'agroforesterie et une couverture permanente des sols pour préserver la ressource. Donc, c'est un projet assez vaste, hein, sur quasiment le quart sud-ouest de la France, dans lequel il y a des partenaires qui doivent dire quelque chose, hein, Soleo, Segala, par exemple, Petsol, etc. Et donc, concrètement, là, sur ce syndicat O17, la mise en œuvre de ce programme agro, hein, qui est bien plus large que la Charente-Maritime, il est piloté, il est permis par 3 coopératives qui se sont impliquées dans la démarche depuis 2017, avec l'objectif de développer
une couverture maximale des sols, tout en garantissant donc en maintien des rendements, travailler sur la qualité des cultures et puis la fertilisation des sols. Donc concrètement, à l'échelle du département, là, c'est un réseau d'un peu plus de 50 agriculteurs qui s'est structuré autour de ces 3 coopératives, avec, je le disais tout à l'heure, pas mal de partenaires. Beaucoup d'essais qui ont été mis en place, des fiches références, des rencontres bout de champ, et voilà, ça permet de diffuser de l'information à travers ce réseau. Hein. Voilà, c'est un fonctionnement de groupe, de réseau que vous connaissez bien à la PAD, mais voilà, qui là est mis en œuvre plutôt avec une entrée protection, enfin captage, action de la collectivité. Donc voilà ce que je voulais vous présenter pour ces 4 cas. Marine, je te redonne la parole. Non, bah merci Romain pour ces exemples. On a vu plusieurs façons d'aborder la thématique de manière directe et indirecte, en tout cas sur la partie ACS, même si voilà, l'entrée est toujours qualité de l'eau, qualité de la ressource en eau, donc on est bien dans le sujet. Donc on a la partie effectivement couverte qui est mobilisée chez le Serpen, qu'on revoit dans Agro, qu'on voit Chartres Métropole. On voit aussi l'approche résultat, qui est une approche très intéressante du Serpen, en se disant, ben voilà, on se fixe un objectif de résultat et on est payé en fonction voilà, d'un vrai indicateur. Et ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui nous tient aussi à cœur dans notre réseau, même si on n'est pas sur la partie eau, on est plutôt sur la partie matière organique. Mais je veux dire, c'est inspirant en tout cas pour la partie qualité de l'eau. Et puis voilà, des petits outils, en tout cas pour appuyer les agriculteurs à la recherche d'alternatives au glyphosate, par exemple. Donc, il y a plein de petites choses inspirante. Il y a plusieurs questions qui ont été posées, donc je vais laisser la parole à vous 3, Romain, Léo et Marine. Notamment une question commune que je vous pose à tous les 3, Romain peut-être aussi pour les autres exemples qui ne sont pas représentés aujourd'hui. C'est la partie financement. Qui porte, qui finance la partie, alors on a une question qui finance la prestation de service pour la partie Chartres Métropole. Voilà, qui finance la partie animation, contrôle de tout ce que vous mettez en place. Voilà, c'était une question, je vous laisse répondre. Bon, si je commence pour Chartres Métropole, on a une animation qui est financée à 80% par l'Agence de l'eau, qui nous a permis de faire pas mal de concertations avec les agriculteurs. Andulus était présent d'ailleurs pour la concertation. Et quand on a abouti à l'expérimentation, donc l'idée de faire de la prestation de semis, l'idée c'était bien de la financer pendant 3 ans pour les agriculteurs volontaires, donc financée par Chartres Métropole avec 80% Agence de l'eau, mais vraiment à titre expérimental et du coup pour tout ce qui était couvert non réglementaire. Donc on n'a pas ce qui est SIE et on n'a pas interculture longue. Mais l'intérêt de cette expérimentation pendant 3 ans, c'était vraiment de répondre aux freins techniques qui avaient pointé un peu du doigt les agriculteurs sur les couverts. C'était comment on se met en conditions sèches, comment faire de la biomasse en été sur ce secteur particulier. Et voilà, le financement de cette prestation permet de lever un petit peu tous les freins technico-économiques pendant 3 ans pour essayer ça, histoire qu'à terme, on essaye d'autonomiser les agriculteurs. On va voir quelle dynamique on peut mettre ensuite, mais l'idée d'autonomiser les agriculteurs, c'est qu'à terme, ils pourront semer leurs SIE, leurs intercultures longues avec un peu le protocole de l'expérimentation qui donne de bons résultats pour que tous les couverts obligatoires, au minimum tous les couverts obligatoires, aient un impact réel sur la qualité de l'eau, ce qui n'est pas toujours le cas pour le moment. Voilà, s'il y a d'autres questions, je pourrais continuer à étayer un petit peu ça. Merci Léo. Nous concernant, donc là j'étais en train de regarder justement, parce que comme on fait des rapports d'activité tous les ans pour l'Agence de l'eau, on estime à peu près le temps qu'on passe et du coup ce que ça peut coûter. Pour ce qui concerne la gestion dynamique, en gros, donc tout ce qui est accompagnement technique, ce qu'on appelle accompagnement technique. Là, j'ai passé 50 jours dans l'année pour être avec les agriculteurs en collectif, en individuel, mettre en place tous les prélèvements de reliquats, gérer les prestataires,
Et puis analyser les résultats, faire des restitutions, etc. Donc, j'ai passé 50 jours. Sur la partie paiement, la partie administrative des paiements, on a passé 18 jours cette année, sachant que c'était la première année et qu'en gros, on avait tout à construire. Je pense qu'on y passera moins de temps l'année prochaine. Mais voilà, c'est sûr que c'est du temps qu'on passe, qui est financé pour la partie accompagnement technique à 80% par l'agence, pour la partie administrative qui n'est pas financée par l'agence. Voilà. Je ne sais pas si ça répond complètement, mais peut-être voilà, en gros. Non, c'est bon, Marine. Et puis, Romain, est-ce que tu as des éléments sur les autres projets? Après, je laisserai la main à Jérôme pour compléter peut-être cette partie-là. Ouais, je pense que Jérôme fera une réponse plus pertinente que la mienne, mais on voit à travers ces deux exemples, hein, c'est souvent la même logique. On a une part d'autofinancement par la collectivité, et puis on a une part financement extérieur, principalement issu de l'agence de l'eau, mais on a pu le voir avec, par exemple, le projet innovation sur Rennes. Il ne faut pas oublier que potentiellement, on peut aller chercher aussi d'autres sources de financement. Notamment avec les différents plans de relance, etc. Ça peut donner des opportunités. Là, on a eu des sujets plutôt sur le sud de la France, sur des caves viticoles, par exemple. En restant dans ces thématiques-là, on peut aller mobiliser aussi d'autres sources de financement. Merci, Romain. Jérôme, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'était pour préciser, globalement, ce sont des types d'actions que les agences de l'eau peuvent financer au niveau national. Après, chacune a un peu ses propres conditions, mais c'est des actions qu'on retrouve un peu classiquement financées par les agences. De Chartres et du SRPN, ce qui a conditionné entre guillemets l'engagement de l'agence, c'est deux choses. La première, c'est que les collectivités avaient défini des objectifs et ont défini des objectifs en termes de reliquats à obtenir sur leurs AAC, de reliquats entrée hiver, et par lesquels les couverts ont été identifiés comme étant un moyen parmi d'autres pour y parvenir. Ce qui permet d'avoir un peu cette trajectoire sur le volet couvert éventuellement, sur qu'est-ce qu'on vise si on les met en place. Et le deuxième point qui paraît important aussi, c'est le fait que ce sont des AAC pour lesquels les enjeux phytosanitaires ne sont pas les plus prégnants. Dans le cas du SRPN, c'est quasiment inexistant, si je puis dire. Dans le cas de Chartres, ça a été précisé, on a quelques problématiques, mais principalement liées au désherbage colza, et puis tout ce qui est atrazine, déséthylatrazine et autres. Il faut avoir en tête, notamment par rapport à ce qui avait déjà été présenté dans les journées précédentes, notamment sur la semaine dernière, sur l'enjeu phytosanitaire et agriculture de conservation. Le bassin Seine-Normandie est majoritairement sédimentaire à 99% avec des alimentations d'eau potable en captage d'eau souterraine. Ce n'est pas le cas partout. Vous allez notamment à Dour-Garonne, vous avez pas mal de captages d'eau de surface pour l'alimentation d'eau potable, pour lesquels les phénomènes de transfert par érosion-ruissellement sont assez importants. Ce qui peut expliquer pourquoi il y a un soutien plus formel, entre guillemets, sur l'agriculture de conservation sur ces territoires-là, parce qu'ils ont identifié le phénomène de transfert par érosion-ruissellement comme étant un facteur de contamination principal. Sur le bassin Seine-Normandie, c'est moins vrai. La majorité de l'infiltration de l'alimentation en eau nappe se fait par infiltration. L'enjeu, il est vraiment de réduire à la source les produits phytosanitaires avant leur infiltration dans le milieu. Ce qui explique qu'on a pu se mobiliser d'un point de vue financier sur les territoires de Chartres et du SRPN, c'est qu'on avait justement cette problématique phytosanitaire moins forte qui nous permettait, entre guillemets, de beaucoup plus travailler le volet azote par le biais des couverts. Maintenant, sur des territoires où on a autant de problématiques phytosanitaires que nitrates, j'y mettrai un peu de point de vigilance dans la mesure où on sait qu'on a un point de fragilité sur ce point-là au niveau désherbage et gestion des désherbages. Et donc, il faudra voir de quelle manière on peut travailler peut-être différemment de ce qui vous a été présenté là sur ces territoires-là. Oui, merci Jérôme pour ces précisions. C'est vrai qu'on a choisi des exemples que l'on avait à disposition dans le cadre de nos sujets. Voilà, ces exemples ne sont pas toutes les solutions que l'on pourrait apporter sur la ressource en eau. C'est des cas à prendre, bien évidemment, avec des pincettes, car il faut réadapter tout ça aux enjeux, aux problématiques et aussi aux questions que les agriculteurs se posent sur le terrain. Donc, merci Jérôme pour cette précision. Il y a eu quelques questions peut-être en particulier sur le projet du CRPN. La première, c'est quel a été
c'était peut-être précisé dans les diapos, je ne sais plus si c'était le 25 € par hectare, mais c'était quel est le montant des PSE? Et puis, comment les objectifs de nitrate ont été modélisés, quel outil a été utilisé pour se dire, ben voilà, l'objectif de résultat est fixé à temps pour les reliquats entrée-hiver. Alors, pour répondre à la dernière question, qui est finalement la première, c'est la modélisation qui permet de définir les niveaux à atteindre pour produire une eau de qualité dans le champ. Donc, c'est essentiel pour démarrer ce type de gestion qu'on appelle dynamique. Donc, on a utilisé un modèle qui s'appelle Nitrascope, qui est proposé par Suez et qui est assez simplifié, donc qui s'adaptait bien à notre territoire, qui est relativement simple aussi en termes d'alimentation en eau, mais aussi du coup qui est intéressant parce que accessible à tous, y compris les agriculteurs qui ont participé activement au suivi de cette étude. Et donc, c'est ce qui a fait aussi la réussite pourquoi ils ont adhéré à cet objectif de reliquat qui peut, comme on l'entend parfois, être décrié pour X raisons. Là, en l'occurrence, on utilise des outils simples qui représentent quand même la réalité, pas de façon façon à 100% sûre, mais en tout cas, ça met en action les acteurs du territoire et c'est ce qu'on cherche à faire. Voilà. Et pour répondre à la question sur la valeur, alors pour moi, ce n'est pas vraiment le plus important dans tout ce qu'on a fait, même si je sais que ça passionne tout le monde de savoir combien on paye les agriculteurs. Il faut savoir que pour déterminer la valeur de ces PSE, on a travaillé avec des économistes qui ont utilisé des outils de l'économie expérimentale pour faire dire aux agriculteurs qu'est-ce qu'ils consentaient à recevoir, mais de façon encadrée et pas de façon anarchique, pour qu'il n'y ait pas des montants qui soient complètement déconnants. Voilà, tout ça, c'est bien encadré dans le cadre d'une méthodo. Et donc, il s'avère que nos ateliers d'économie expérimentale ont montré que la partie individuelle, c'est-à-dire qui est basée sur le résultat de reliquat dans la parcelle, il va de 80 € de l'hectare à 125 € de l'hectare en fonction des successions de cultures prioritaires qui sont concernées. Voilà, et auquel s'ajoute le bonus qu'a présenté Romain dans sa diapo, qui lui a un montant qui va dépendre de la totalité des surfaces engagées par les exploitations sur le territoire. Et la troisième partie du paiement qui s'appelle la contrepartie, c'est-à-dire que si l'agriculteur n'atteint pas l'objectif de reliquat dans sa parcelle, le deal, c'est que le reliquat revient à sa charge. Voilà. Ok, merci Marine. Bon, c'est vrai que du coup, c'est un agencement qui a été adapté et réalisé en local. La méthode est intéressante du coup de se dire comment vous l'avez conçu. Je pense que c'est plus la question qu'on se pose quand on veut mettre en place un paiement pour service environnemental où le concept économique est plus du tout, l'approche est complètement différente. Donc, merci pour tout retour d'expérience. Moi, j'ai une dernière question pour ton projet. C'est, je crois que sur la diapo de Romain, c'était marqué 119 parcelles avec un reliquat entrée-hiver qui avait atteint l'objectif de résultat. Est-ce que vous avez du recul pour se dire finalement quels étaient les points communs quelles ont été les pratiques qui ont été plus ou moins favorables à l'atteinte de ces résultats? Même si j'imagine que c'est une approche système, mais est-ce que vous avez vu des choses intéressantes qui se dégageaient? Alors pour moi, le truc le plus intéressant qui se dégage, c'est de montrer qu'il n'y a pas une façon de faire ou une bonne façon de faire, comme on peut l'entendre très souvent, et ce qu'on espérerait tous, c'est-à-dire on aimerait tous pouvoir dire c'est comme ça qu'il faut faire et que tout le monde puisse faire la même chose et que ça marcherait. Alors, en réalité, ce n'est pas du tout comme ça que ça se passe. Donc, ce qui me fait dire qu'on va dans le bon sens avec cet objectif de résultat sur la qualité de l'eau, c'est que finalement, chaque contexte d'exploitation a sa solution et que la bonne solution, en fait, c'est celle qui s'adapte à l'exploitation et qui a du sens pour l'agriculteur qui la met en place. Donc nous, ce qu'on remarque, oui, le levier couvert, c'est forcément le levier le plus évident qui apparaît quand on travaille là-dessus. Mais finalement, ce qu'on voit aussi, c'est que certains agriculteurs pourraient se permettre de ne pas semer de couverts parce qu'ils sont déjà dans les clous avec des niveaux de reliquat très, très bas
dans leur parcelle. Alors, ça veut dire forcément autre chose, hein. Potentiellement, ça veut dire qu'il y a des niveaux de matière organique très bas aussi, peut-être aussi des situations de minéralisation qui sont très faibles. Donc, l'idée, c'est aussi de comprendre pourquoi, etc. Et donc, finalement, il y a plusieurs façons d'avoir, de produire une eau de qualité dans son champ vis-à-vis des nitrates. Et du coup, les discussions qu'on a avec l'agriculteur amènent vers d'autres questions. Et c'est pour ça que certains, et pas que ceux qui font des beaux couverts ou des gros couverts ou qui arrivent à faire des couverts, mais beaucoup se posent la question de la teneur en matière organique de leur sol. Et du coup, en viennent à se poser des questions sur ce qu'on peut appeler l'ACS, enfin l'agriculture de conservation. Non, mais c'est intéressant. Puis merci de nous rappeler aussi que de souligner que c'est pas que voilà, c'est une approche aussi par agriculteur, par système. On l'a remarqué aussi quand on avait analysé nos reliquats et on observait aussi des bonnes tendances quand on va dire que toutes les pratiques étaient, on va dire, on arrivait à avoir de bons résultats nous quand tout était bien mis en œuvre, c'est-à-dire quand toutes les planètes étaient alignées. Mais malheureusement, dans un système agricole, on est très dépendant de la météo. Un couvert raté, une culture ratée, un truc comme ça fait que des fois, malheureusement, le résultat n'était pas au rendez-vous, mais cette approche, en tout cas, du paiement sur résultat REH et je pense à relever, en tout cas, pour nous-mêmes en interne. Il y a peut-être une question, donc on change un peu de levier, peut-être sur la partie rotation. Il y a une question pour Chartres Métropole. Qu'est-ce que vous voulez, quand vous parlez de culture à bas niveau d'impact, qu'est-ce que ça veut dire? Généralement, c'est vrai qu'on entend parler beaucoup de culture à bas niveau d'intrants. Qu'est-ce qui vous différencie aujourd'hui avec le bas niveau d'impact? Est-ce que ça veut dire la même chose peut-être? Ouais, je pense. Non, nous, bon, pour revenir sur notre étude sur la diversification via des cultures à bas niveau d'intrants, c'était venu de la discussion avec les agriculteurs quand on leur a demandé un projet pour la qualité de l'eau ambitieux. Il y a eu ces deux voies-là qui sont les deux premiers piliers de l'agriculture de conservation d'ailleurs, qui étaient il faut qu'on puisse diversifier nos rotations dans un contexte où on est très spécialisé cause d'Abléorge. Et il faut trouver les moyens techniques de mettre en place des couverts intéressants. Avec toutes les questions que ça génère derrière. Donc, comme Marine, on travaille pas mal sur les reliquats. Nous, on fait fin de culture, entrée hiver, sortie hiver. Enfin, ça génère plein de questions. Et pour en revenir aux cultures bas intrants, c'est essentiellement venu de la discussion de diversifier, oui, jusqu'où on soutient la diversification parce que certaines cultures ont un impact plus ou moins positif, on va dire, pour la qualité de l'eau, même si dans un système de culture, ça reste intéressant de les introduire. Je pense au pois, par exemple. Donc, on s'est plutôt focalisé sur les cultures qui allaient permettre aux exploitations de diversifier la rotation ou la production, tout en étant persuadé qu'elle avait un impact bon pour la qualité de l'eau. Donc, c'est une liste validée par l'agence de l'eau et qu'on espère pouvoir étayer au fur et à mesure des nouvelles cultures qui arrivent localement via les coopératives notamment. Et vous avez des exemples du coup de culture Ouais, bah alors du coup, les cultures bas intrants, là, c'est miscanthus, chanvre, agriculture biologique, TTCR, luzerne. Ça, c'est la liste officielle, en tout cas avec l'agence de l'eau. Et on est en train de voir pour d'autres cultures comme le sorgho, peut-être le millet. Là, il y a un projet de noisetier, par exemple. On aimerait bien voir un petit peu l'impact que ça peut avoir. Grosso modo, on essaye en ce moment de voir un petit peu tous les projets qui se mettent en place et on essaye de mesurer un peu l'impact que pourraient avoir ces cultures pour savoir si oui ou non on se permet de les soutenir à plus grande échelle. Après, le soutien, ça va être, ça va dépendre un petit peu du levier qu'il faudra débloquer pour l'aider. Ok, non, mais c'est vrai que cette partie rotation, nous, elle est revenue plusieurs fois. On cherche à diversifier aussi au maximum la rotation, mais il y a toujours le levier filière qui est bloquant. Du coup, la question, quand tu parles de chanvre, de millet, de sorgho, est-ce que vous regardez la faisabilité en agriculture de conservation des sols, c'est-à-dire en semi-direct, sous couvert? Est-ce que c'est un axe qui serait intéressant, en tout cas, à développer par chez vous?
Eh ben, c'est quelque chose qu'on développera peut-être. Nous, on a un groupe couvert qui est vraiment destiné pour tous les agriculteurs, dont Romain a fait un petit peu la présentation, qui est à l'initiative en partie d'agriculteurs qui sont en agriculture de conservation. Mais là, vraiment, on essaie de le destiner à tout le monde, ce groupe-là, avec beaucoup d'échanges qui s'orientent réellement sur la qualité des sols et les bénéfices agronomiques des couverts. Mais on est en train d'essayer de développer un groupe agriculture de conservation plus spécifique, où l'idée, ce serait de traiter de l'agriculture de conservation et de la qualité de l'eau. Donc, typiquement, des cultures bas intrants qui pourraient rentrer dans la rotation de l'agriculture de conservation, ça pourrait être effectivement un sujet intéressant à traiter. Mais ça, c'est quelque chose qu'on va bientôt commencer, qu'on n'a pas encore entièrement mis. La question va être, comme le disait Jérôme, je pense qu'il n'y aura pas de souci, de se fixer nos objectifs de qualité de l'eau qui vont être, nous, 60 unités en reliquat entre hiver, et voir comment les atteindre via les diversifications notamment. Super. Non, c'est une bonne nouvelle de se dire qu'il y a un nouveau groupe qui va démarrer en agriculture de conservation des sols dans votre secteur. On en a besoin, donc super Léo. Il n'y a plus de questions. Est-ce que vous souhaitiez aborder un dernier sujet, un dernier mot, un dernier commentaire pendant que je transite sur la prochaine partie? Marine, Romain, Léo? Ah, Romain, on t'entend pas, ouais. Ah, ou Marine. Si, moi, oui, pour faire le lien avec l'agriculture de conservation, c'est ce que je disais, c'est que l'entrée eau et nitrate amène à discuter d'autres sujets avec les agriculteurs et notamment des teneurs en carbone des sols. Et donc, on est en train de mener une étude avec Agrotransfert qui a un modèle pour modéliser des systèmes de culture et du coup de calculer des quantités d'azote stockées de façon additionnelle ou pas d'ailleurs, ça dépend comment on modélise ça, mais quantifier et le stockage additionnel et les émissions de gaz à effet de serre. Et du coup, on a une étude en cours justement pour essayer de quantifier l'éventuel stockage additionnel lié au changement de pratique entrepris par les agriculteurs qui ont comme visée, a priori, la qualité de l'eau. Au premier abord, la qualité de l'eau. Et donc, cette étude est en cours, mais l'idée, c'est vraiment, dans un objectif eau et climat, c'est de voir comment on peut intégrer cette problématique carbone et gaz à effet de serre en plus de l'enjeu eau à l'échelle d'un territoire, avec comme idée de se dire que le PSE, il est déjà en cours et mis en place, mais qu'éventuellement, si on arrivait à avoir un stockage additionnel avéré, on pourrait peut-être prétendre à des fonds via le marché carbone pour financer notre PSE. Voilà. Donc ça, c'est l'idée à très moyen, long terme. Mais en tout cas, juste d'un point de vue agronomique, la question de l'enjeu carbone est très important pour les agriculteurs et du coup, l'étude est en cours avec Agrotransfert sur ce sujet. Ok Marine, merci. C'est vrai que depuis le début, on essaye de montrer que l'approche doit être globale et je trouve ça bien aussi que vous allez sur ce volet carbone qui est un des, on va dire aussi des autres piliers, pas des piliers, mais un des autres résultats qu'on peut obtenir en agriculture de conservation des sols. Donc, intéressant de faire cette démarche-là et je veux bien qu'on reste en contact en tout cas pour approfondir ce sujet avec vous. Ce que je vous propose, c'est de passer à la deuxième partie. S'il y a d'autres questions, on vous enverra tous les contacts de Léo, Marine et des autres chefs de projet sur ce sujet-là. Et aussi, Jérôme, si jamais vous avez des questions pour monter de tels projets avec l'Agence de l'eau. En tout cas, moi, ce que je retiens aussi, c'est qu'il y a plusieurs facteurs de réussite dans vos projets. Il ne faut pas oublier, il y a la partie où vous avez des groupes ou des agriculteurs motivés qui viennent à vos formations, à vos dispositifs d'animation. J'ai l'impression que vos actions, en tout cas, les motivent puisqu'ils sont là. Donc, ça répond bien à leurs enjeux. Et puis, il y a un engagement des collectivités qui financent la partie animation. Financement, il y a un engagement de l'Agence de l'eau. Puis l'animation qui permet en tout cas de mettre tout ça en musique. Donc bravo pour ces exemples. Voilà.
Je vais faire le lien du coup sur la deuxième partie. Donc là, on était plus voilà, sur une partie levier. Là, on va partir sur l'approche un peu plus système ACS. On se posait la question de comment accompagner des agriculteurs qui ont déjà mis en place les 3 piliers qui sont de manière un peu plus ancienne dans ce système. Comment essayer d'aborder la question des produits phytosanitaires. On a vu la partie azote avec vos exemples. La partie le phytosanitaire est aussi un axe à travailler. Alors, on a vu dans l'épisode 1 qu'on avait de très bons résultats sur le système, sur la partie insecticides et fongicides, parce qu'on mobilise plusieurs leviers agronomiques au sein de ce système qui nous fait aussi atteindre des résultats intéressants, en tout cas beaucoup plus inférieurs que les autres, on va dire les références connues de l'agriculture en France. Mais c'est vrai que sur la partie enherbement, c'est une question qui nous reste à travailler. On l'a vu surtout dans notre dernier épisode Solutions ACS. Et l'idée, là, c'était juste de vous montrer l'utilisation des groupes 30 000. Alors, c'est vrai que le dispositif du groupe 30 000, c'est quelque chose qui est… Donc, c'est 30 000 pour 30 000 fermes, l'objectif de 30 000 fermes que s'est fixé le gouvernement pour engager 30 000 fermes dans la réduction des produits phytosanitaires. Alors, nous, à la PAD, on n'est pas 30 000, donc on n'arrivera peut-être pas à atteindre les objectifs, mais on a 70 agriculteurs qui sont engagés dans des groupes éco-phyto. Alors, le but, ce n'est pas d'en faire la pub immédiatement, en tout cas, nous, en tant qu'APAD, c'est juste de montrer que ce dispositif, il est quand même adapté à nos problématiques. Alors, déjà parce qu'on cherche des solutions pour réduire l'enherbement, donc c'est un bon dispositif. On recherche des pistes de solutions en conditions d'exploitation. Donc, ça, en tout cas, ce dispositif nous permet de le faire. On cherche aussi des actions et des leviers qui sont choisis par le collectif, c'est-à-dire qu'on essaye de se dire, si on active tel et tel levier, c'est qu'il est adapté à notre contexte pédoclimatique. En tout cas, ce qu'on veut, c'est qu'on parte des questionnements des agriculteurs, analyser les réussites et les échecs, et puis les capitaliser et en faire des enseignements, en tout cas en local. Et c'est vrai que ce dispositif finance l'approche collective, finance l'animation, la formation, le suivi et la capitalisation. Donc, c'est tout ce qu'on cherche, en tout cas, au sein de notre réseau. Donc, d'ailleurs, on a 5 groupes engagés. Alors, il y a certains petits points faibles qu'on pourrait lui donner. Alors, notamment, alors je suis désolée, mais c'est l'indicateur IFT. On l'a utilisé aussi dans notre projet au Solemio. J'en ai pas d'autres à proposer. Par contre, ce qu'on trouve un peu dommage, c'est qu'on est seulement cet indicateur sur lequel on est jugé, alors qu'il faudrait, c'est vrai, notre approche, c'est d'avoir une approche plutôt globale où on regarde un peu tous les facteurs de durabilité pour prendre les meilleures décisions. On n'est pas parfait partout, mais du coup, l'idée, c'est pas de regarder que l'IFT. Donc, en tout cas, on essaye de ne pas regarder que l'IFT. La deuxième petite évolution qui pourrait être faite, c'est peut-être une ligne expérimentation. Aujourd'hui, il n'y a pas forcément de dédommagement agriculteur pour la prise de risque. Donc, on a des fois des petits essais qu'on met en place pour les alternatives, par exemple, au sans glypho. Mais sauf qu'une fois qu'on voit la parcelle qui commence à partir en cacahuète, c'est vrai que tout de suite, l'agriculteur dit non, je ne veux pas prendre de risque, j'arrête. Et du coup, c'est vrai que cette ligne nous permettrait des fois d'aller beaucoup plus loin dans la prise de risque et dans la recherche de leviers qui nous permettraient de rebasculer aussi notre façon de penser. Voilà. Et puis le troisième petit point, parce que faut aussi avoir une analyse critique, c'est alors on a des dispositifs qui nous financent à 70-80%, comme les dispositifs Agence de l'eau, Seine-Normandie pour par exemple au Solemio. C'est un peu plus confortable quand même que ceux où on est financé à 50%. C'est vrai qu'on est sur des petites associations. Pour, par exemple, là, le groupe 30 000, on est 10-15 agriculteurs. Quand il faut aller chercher 5 à 10 000 euros pour 10-15 agriculteurs, c'est un peu compliqué. C'est une part d'autofinancement que doivent amener les agriculteurs. Alors, ils ont envie de participer à de tels projets, mais voilà, c'est juste un bémol. Quand on a des financements à 50%, c'est toujours compliqué pour nous, petites associations. Alors, au niveau du dispositif groupe 30 000, je vous montre vite fait les axes de travail. On a déjà fait la technique dans les autres épisodes, mais l'idée, c'était de vous dire déjà qu'on en a 5, qu'on mobilise 70 agriculteurs qui se mobilisent sur ce sujet-là. Alors, on est sur des résultats,
enfin, on est vraiment au début du dispositif, on a peu d'ancienneté, entre 1 et 2 ans de recul, c'est très peu. Pour réduire l'enherbement, vous savez qu'il faut quand même un peu plus, il faut déjà voilà, une situation de départ et voir comment la flore adventice peut être réduite ou évoluer aussi en termes de diversité. Donc 1 ou 2 ans, c'est très peu. Surtout qu'on est toujours à l'état de piste et pas à l'état de solution. Aujourd'hui, les recettes, on vous l'a déjà dit, mais on n'en a pas forcément. Elles ne sont pas encore parfaites. Donc on a des pistes de travail. Et c'est les pistes qu'on a déjà vues dans les précédents épisodes, c'est-à-dire la couverture permanente. Là, vous voyez sur les différents groupes, la couverture permanente fait partie des axes de travail. Alors, permanent, semi-permanent, chacun a son petit nom, mais on sait que, comme l'avait dit Benoît Lavier dans les derniers webinaires, c'est une solution enfin, c'est une piste en tout cas qu'on pense être très, très prometteuse, mais elle est encore à l'état de piste et on déconseille fortement tout agriculteur se lançant tête baissée en mettant toutes ses parcelles en couvert permanent parce qu'il peut y avoir de gros échecs techniques si la technique n'est pas maîtrisée. On a aussi l'onglet matière organique, comme l'a dit Marine, c'est une approche globale. Donc pour nous, on pense aussi que l'approche de la fertilité des sols peut nous permettre d'avoir des plantes un peu plus robustes et aussi la compréhension enfin, du fonctionnement des dynamiques, cycle carbone, azote, matière organique peut nous permettre aussi de comprendre la biologie des adventices. C'est aussi un levier qu'on met en place dans les plateformes solutions ACS, mais c'est aussi un levier qu'on essaie de travailler au sein de nos groupes. Voilà. Et puis, comme troisième point commun, voilà, la pâte perche et la pâte centraise cherchent à mieux aussi connaître la biologie des adventices. Alors, soit on fait des formations, soit on participe directement à des programmes de recherche. Et par exemple, on a participé au programme de recherche de l'INRAE sur la réponse aux communautés d'adventistes lors de la mise en place de l'ACS, donc thèse mise en place par Damien Desrouches et Bruno Chauvel, dans lequel je crois qu'une bonne trentaine d'agriculteurs de nos réseaux à pâte centriste avaient participé. Donc, voilà, tous ces sujets, juste, je ne voulais pas aller forcément dans le détail, on reste dans la partie dispositif accompagnement, mais c'était pour vous dire que on essaye en tout cas, ce dispositif, il est cohérent et adapté à l'animation de groupe, au projet associatif d'agriculteurs. Il a le mérite d'exister, même s'il n'est pas parfait, comme je vous l'ai dit, et on aimerait qu'il évolue. Mais en tout cas, dans le cadre de ce dispositif aussi, on est engagé à transmettre, partager, capitaliser au plus grand nombre. Donc, dès qu'on aura des résultats, plus d'éléments sur tous les sujets sur lesquels on travaille, on n'hésitera pas à vous en faire part. Voilà. Est-ce que, Jérôme, tu voulais dire un petit mot supplémentaire sur la partie dispositif groupe 30 000 ? Oui, c'était juste pour préciser le cadre là, de l'intervention. En fait, l'intérêt pour nous qu'on peut avoir à déposer des projets qui puissent rentrer dans les cases dispositif 30 000, il est double. Le premier, c'est qu'on n'est pas assujetti au territoire enjeu BAC spécifiquement, puisque sinon, les soutiens financiers à des développements de groupes en SCS seraient forcément en lien avec des programmes d'action BAC, ce qui supposerait d'avoir un programme d'action défini, des objectifs définis et une animation. On a ça dans une grande partie du territoire, comme l'a rappelé Romain. On a sur les 340 captages du bassin une grande proportion qui est actuellement en cours de définition ou avec une animation. Maintenant, on a encore des territoires un peu vides de ces enjeux-là. Donc là, l'intérêt du groupe 30 000, c'est d'avoir quelque chose qui puisse s'appliquer à l'ensemble du bassin. Et le deuxième point d'appui et d'intérêt, c'est que à travers le groupe 30 000, on a effectivement un travail à mener sur la réduction, sur les objectifs de réduction en matière de produits phytosanitaires. Donc, il y a cette exigence, effectivement, de veiller à limiter la pression des produits phytosanitaires, même en passant dans l'agriculture de conservation. Et comme l'a dit Marine, c'est un sujet vraiment sensible et difficile dans ces démarches-là, donc de fixer un objectif. Certes, on se rajoute, entre guillemets, un double objectif, passer en ACS et veiller à réduire l'utilisation de produits phytosanitaires, mais ça permet justement d'avoir cet accompagnement qui puisse permettre d'avoir ce double objectif. Donc, ce n'est pas une contrainte unique, c'est-à-dire que, bien évidemment, on ne restreint pas l'accompagnement de l'ACS à uniquement la mise en place de groupe 30 000. On souhaite la favoriser et le développer. Maintenant, si des animateurs au niveau de BAC souhaiteraient le développer, ça peut être une possibilité, mais un petit peu à l'image de ce qui vous a été présenté par Chartres et par le SRPN,
C'est uniquement quand les conditions favorables ils sont mises en place, c'est-à-dire qu'on a d'ores et déjà, au niveau des programmes d'Action Back, défini des objectifs en matière de pression sur la ressource en eau, ce qui n'est pas toujours le cas encore aujourd'hui. Donc, voilà ce que je voulais préciser par rapport à la possibilité de financement de l'agence avec une priorité donnée au dispositif 30 000. Merci Jérôme. Et du coup, sur les évolutions envisageables du groupe 30 000, qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que vous avez un avis là-dessus sur ce que j'ai évoqué? Après, l'évolution des groupes 30 000, je dirais qu'elle est, c'est à chaque groupe 30 000 de faire, entre guillemets, sa feuille de route. Donc, on en soutient actuellement quelques-uns. Moi, j'en suis un, effectivement, en Eure-et-Loire aujourd'hui, où on est sur des exploitations qui démarrent, entre guillemets, dans la démarche d'agriculture de conservation. Donc, ils sont plutôt dans l'apprentissage par rapport au semi-direct et à la gestion des couverts. On peut trouver d'autres groupes 30 000 où on est plus sur de l'approfondissement parce que les gens sont déjà, entre guillemets, expérimentés sur la notion de couvert et travaillent plutôt sur vraiment l'optimisation du système ACS en travaillant notamment avec des volets notamment comment je peux me passer de glyphosate. Donc, il n'y a pas de… Je dirais l'objectif, il est à définir par le groupe. De toute façon, à travers le dispositif 30 000, il faut se faire certifier. Donc, c'est bien le comité agroenvironnemental qui définira si le label 30 000 est apposé ou pas. Il est difficile d'avoir une exigence similaire pour l'ensemble du bassin. On doit concourir aux objectifs éco-phyto. Maintenant, entre l'Est et l'Ouest, on est sur des systèmes différents. Il faut s'adapter à ce qui sera proposé au niveau des groupes. L'important, c'est d'avoir une dynamique de groupe, un accompagnement à la fois individuel et à la fois dans le collectif. C'est ça le plus important. Donc après, c'est avoir les moyens dédiés et une définition assez claire de ce que souhaite le groupe. Ok. Donc après, s'ils veulent travailler aussi sur le carbone, je dirais, on peut toujours se rajouter des contraintes supplémentaires. Là, le carbone, là, l'irrigation, etc. Ce n'est pas le souci. Après, il faut pouvoir mener de front tous ces enjeux-là et ces objectifs. C'est compliqué. Donc je dirais que pour des initiés, pourquoi pas, pour des débutants, ça me paraît costaud quand même. Effectivement, c'est pour ça, oui, qu'on l'a mis plutôt, nous, dans nos groupes. C'est pas forcément des débutants. C'est vrai que dans nos groupes, c'est un peu les plus anciens. On a très, très peu de débutants parce qu'on sait que c'est compliqué. Mais en même temps, pourquoi pas essayer aussi de démarrer via un groupe 30 000. Enfin, voilà, je veux dire, tout est possible. Du coup, je crois que les questions ont été répondues en direct pour cette partie-là. Je vous propose de passer à la troisième partie. Donc, sur la partie label, donc comme je vous l'ai dit en introduction, l'idée, c'était de vous montrer un outil qui peut accompagner aussi les dynamiques sur votre territoire. Et je vais laisser Justine prendre la main sur ce volet-là. Oui, alors on va parler label. J'entends des échos, j'espère que ça va de votre côté. Donc, voilà, sur le label, ça va peut-être vous rappeler un petit peu ce qui a été évoqué juste avant sur le label Terre de Source. Ici, c'est un label qui est national, au contraire de ce qui était pour Terre de Source, et un label qui est dédié à l'agriculture de conservation des sols. Pour refaire un petit peu l'historique de la création de ce label-là, initialement, nous, on est un collectif d'agriculteurs et puis on avait des agriculteurs qui étaient désireux d'être reconnus financièrement pour le travail qu'ils mettaient en œuvre pour les services environnementaux qu'ils pouvaient rendre au bien commun. Donc, on a beaucoup réfléchi à tous les dispositifs de rémunération qui existaient déjà entre le HVE, les MAEC, les labels, les marques qu'on pouvait déjà retrouver sur le marché. Il n'y a rien qui correspondait vraiment à la démarche que nos agriculteurs avaient envie de mettre en place. C'est comme ça qu'ils ont eu l'idée de créer un label privé, le label Au cœur des sols. Donc, c'est un référentiel qui a été élaboré par des agriculteurs et qui s'inscrit vraiment dans une démarche de progrès. Et c'est un référentiel qui va évoluer chaque année. Donc, on va demander aux agriculteurs qui font partie d'un groupe spécifique de revoir chaque année les critères s'ils ont besoin d'évoluer en fonction du contexte et des évolutions qu'on peut avoir dans la pratique de l'agriculture de conservation des sols. Donc là, c'est une certification qui se fait à l'échelle de la ferme, ce qui va nous permettre, on va en reparler un petit peu après, d'envisager une rémunération aussi bien pour les services qui sont rendus par le travail au niveau de la ferme que par les produits qui peuvent en sortir.
Donc là, c'est une labellisation qui avait pour objectif de labelliser 200 fermes pour l'année 2020, donc objectif qui a été atteint. Puis là, vous voyez la carte avec chaque point vert qui est un agriculteur, une ferme, qui a été reconnue au cœur des sols. Donc vous voyez que c'est plutôt si vous vous souvenez de la carte de où sont localisées les associations APAD, voilà, on est plutôt sur la moitié nord de la France. Et forcément, les agriculteurs qu'on retrouve le plus, ce sont des agriculteurs qui font partie d'APAD locales. Je t'en prie, Marine, tu peux passer à la slide suivante. Maintenant, comment ça marche ce label? Je vous ai parlé d'un référentiel. Alors là, on va voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que c'est un système de permis à points progressif. Donc en fait, on a un certain nombre de critères et sur chacun de ces critères, l'agriculteur peut obtenir de 0 à 3 points. Ce qui va permettre, en fait, depuis le début, on parle de ces 3 piliers de l'agriculture de conservation des sols et ça va permettre de placer un agriculteur selon l'aboutissement de son système le long de ces 3 piliers et le long d'autres critères qu'on va voir juste ici. En fait, on travaille sur 4 axes qui vont aussi intégrer des critères sur la qualité de l'eau. D'abord, on a une cinquantaine de points qui est sur la mise en place des 3 piliers de l'agriculture de conservation des sols. Donc là, on vous a mis quelques exemples de ce qu'on peut retrouver dans le référentiel sur la couverture du sol. Par exemple, on va regarder le nombre de mois qui sont couverts dans l'année. On va regarder le pourcentage de surface de la SAU qui va être couvert par des couverts permanents. Sur le volet non-travail du sol, là, on va avoir l'exigence d'un minimum de 70% de la SAU qui va être en semi-direct. Et pour tout ce qui est diversité des espèces, on va regarder le nombre d'espèces cultivées, le nombre de familles, aussi bien en couvert que dans les rotations. Et puis, on va regarder la présence de légumineuses en couvert, en rotation. Et voilà, avoir un certain nombre de points sur ce critère-là en fonction de ce que fait l'agriculteur. Et ensuite, sur la deuxième partie les 3 autres axes, là, on va avoir une quarantaine de points qui sont sur ces axes-là. On va avoir tout ce qui est démarche de progrès autour de l'utilisation des produits phytosanitaires. Donc là, toutes les formations auxquelles les agriculteurs peuvent participer, des formations labellisées éco-phyto, tout ce qui est engagement dans des groupes 30 000, donc qui travaillent spécifiquement sur la réduction des produits phytosanitaires. Et puis, on a aussi un indicateur économique dans lequel on reprend le pourcentage d'intrants dans le produit d'exploitation, pour que les agriculteurs puissent se placer aussi les uns par rapport aux autres. Et donc là, on a un nombre de points dégressifs selon le pourcentage qu'on va obtenir. Le troisième axe sur lequel on a des critères aussi, c'est tout l'axe de se former, échanger en groupe au sein de l'association territoriale, parce que ça nous semble important dans les collectifs d'agriculteurs, du fait qu'on ait très peu de conseillers, de techniciens qui soient renseignés sur ces techniques-là ou qui puissent vraiment apporter des conseils. On privilégie les échanges en collectif entre agriculteurs. Donc, on a tout un axe là-dessus sur l'agriculteur. Est-ce qu'il reçoit des collectifs chez lui? Est-ce qu'il parle aussi de ce qu'il fait? Et puis, le quatrième axe sur lequel on travaille, ça, c'est un axe qui tient beaucoup à cœur à nos agriculteurs, tout ce qu'ils font d'un point de vue biodiversité. Tous les éléments agroécologiques qu'on peut retrouver sur leur ferme, que ce soit des haies, des ruches ou des nichoirs, c'est vrai que c'est des choses qu'on retrouve sur la très grande majorité des fermes qu'on va visiter et puis qu'on a dans nos réseaux. Je te laisse, Marine, passer à la slide suivante pour vous présenter un peu les objectifs auxquels peuvent répondre ce label et les critères qu'on a pu définir. D'abord, il va permettre de caractériser les pratiques, comme je vous le disais, de se placer finalement par rapport à ces 3 piliers de l'agriculture de conservation des sols, d'intégrer toute la complexité qui peut exister dans les systèmes en agriculture de conservation des sols. Ça va aussi permettre d'identifier des agriculteurs qui pratiquent déjà l'agriculture de conservation des sols sur un territoire. Donc là, pour une communauté de communes, pour un syndicat de bassin versant qui a envie de connaître un peu l'avancée de son territoire sur ce sujet-là. Et puis, du fait qu'on ait ce permis à points, d'accord, l'agriculteur est soit en ACS, soit, selon les critères du label, pas encore en ACS, en transition ou sur des démarches d'amélioration. Ça va nous permettre aussi d'accompagner les agriculteurs, d'identifier les points sur lesquels ils ont encore des progrès à faire, et puis de mettre en place une animation qui va en découler. Et puis finalement, le quatrième point, le quatrième objectif auquel ça peut répondre, c'est que ce label et le référentiel qui a été élaboré autour, ça permet de poser un cadre pour envisager une rémunération des agriculteurs, que ce soit, comme je le disais tout à l'heure, pour des produits générés par la ferme ou que ce soit pour les services environnementaux qui sont générés. Donc là, on travaille sur de la valorisation filière auprès de coopératives, par exemple, auprès de courtiers. Voilà, on travaille sur toutes ces actions-là et on a des discussions qui sont en cours. On suit aussi tout ce qui se fait sur les paiements pour services environnementaux. Et là, plus récemment, on a pour objectif de s'inscrire dans tout ce qui est crédit carbone avec la sortie du label bas carbone de la méthodologie grande culture.
Donc là, à sa sortie, dans les prochains mois, on devrait déposer un projet dédié aux agriculteurs, du coup, qui nous ont suivis dans cette démarche de label au cœur des sols. Donc, ils devraient être les premiers à pouvoir bénéficier de ces rémunérations carbone dans le cadre du label bas carbone. Marine, je pense que j'ai fait le tour des éléments pour le label et en quoi il pouvait répondre à cet objectif de développement de l'agriculture de conservation des sols. Le tout en accord avec la qualité de l'eau, avec des critères qu'on a pu sélectionner et voir ensemble là dans ce sens-là. Oui, merci beaucoup Justine pour cette approche résumée d'un sujet aussi assez, des fois assez complexe quand on parle de label. Donc merci Justine. C'est vrai qu'il faut rappeler que l'approche label, elle n'avait pas une vocation à entrer haut par rapport aux autres projets de territoire qu'on a vus aujourd'hui, mais on a voulu, lors de la construction du référentiel, mettre quand même des indicateurs qui ont été choisis par nos groupes d'agriculteurs pour en tout cas suivre ce sujet-là. Donc, ce n'est pas vraiment des indicateurs directs de suivi, mais c'est quand même des indicateurs qui suivent cette évolution et cette dynamique de recherche et d'amélioration continue sur le système. Donc, selon les projets peut-être qui se mettent en œuvre, il y a toujours cette idée de faire évoluer le référentiel. Donc, s'il y a des objectifs de résultats, de moyens, on peut faire évoluer selon les besoins aussi qu'on pourra avoir pour la suite, quoi. Ouais. Et puis au niveau, alors justement, tu parlais d'évolution du référentiel. Quelles sont les prochaines évolutions qui sont en cours, Justine, sur le sujet? On réfléchit à faire intégrer d'autres systèmes que les grandes cultures. Ça, c'est un projet qui va s'inscrire dans les années à venir ou selon les priorités qu'on va se fixer. Il y a toute l'intégration aussi du strip-till. Comment est-ce qu'on considère le strip-till? Jusqu'ici, c'était considéré comme un travail du sol à proprement parler. Là, on réfléchit à comment est-ce qu'on va pouvoir l'intégrer au prorata de la surface qui est réellement travaillée, en fait. Voilà, c'est les évolutions qui me viennent en tête. Je ne sais pas si Marine, tu as des compléments, d'autres choses qui me viennent en tête, mais là, c'est les principaux. Non, je crois que tu as les principaux. J'avais en tête aussi, comme on est sur le bassin Seine-Normandie, avec beaucoup de cultures industrielles aussi sur la partie nord, je crois qu'il va y avoir tout un axe de travail aussi pour intégrer ces cultures industrielles qui nécessitent encore un peu de travail du sol pour ne pas les mettre de côté. Je crois qu'il y a ça aussi, Justine. Oui, sur ce volet travail du sol, même si on va rester sur ces 30%, c'est 70% minimum de semi-direct. Ok. Est-ce que vous avez des compléments, Marine, Jérôme, Léo, des questions là-dessus? C'est bon? Nickel. Bon, comme ça, vous avez tous les éléments en main. De toute façon, on va pouvoir conclure. Il est bientôt l'heure. Donc, je te remercie, Justine, pour cette approche. Donc, voilà, on conclut un peu cette approche où on a parlé accompagnement des transitions, accompagnement du système ACS quand il est abouti, et puis l'outil label au cœur des sols qui peut être un outil pour identifier le développement de l'agriculture de conservation des sols telle qu'elle est décrite aujourd'hui avec ces 3 piliers. Un outil qui peut vous aider en tout cas aussi à la progression technique parce qu'avec ces indicateurs, on sait où est-ce que les agriculteurs en sont dans cette technique et qu'est-ce qu'ils doivent faire évoluer en tout cas pour arriver au processus du label dans son, on va dire dans la manière la plus aboutie du système. Donc voilà, l'idée c'était d'illustrer un peu tout ça, les moyens d'accompagnement sur le terrain, que l'on soit collectivité, association, structure agricole. Alors on ne vous a pas montré tous les exemples possibles qu'il existe sur le territoire. On vous a sélectionné quelques petits exemples de projets. On va donc fermer le volet des séminaires sur le sujet de l'agriculture de conservation et de la qualité de l'eau. Qu'est-ce que je voulais dire? Grâce à ce projet, il faut noter que nous, au sein de l'APAD, ça nous a permis de nous conforter, en tout cas, sur certaines certitudes, en tout cas sur la plus-value qu'on avait sur la qualité de l'eau grâce à certains leviers qui, s'ils étaient bien faits techniquement et maîtrisés et puis aussi investis financièrement, on avait des résultats sur le terrain, notamment sur le levier couvert et matière organique. Ça nous a permis aussi d'identifier nos axes d'amélioration. On l'a plusieurs fois présenté, mais c'est sur la partie azote et la partie enherbement. Alors, il y avait une question au tout début lors des inscriptions, c'était est-ce qu'il y aurait une suite à Ossolemio?
Alors, une suite en tant qu'officielle au même titre qu'au Solémio, j'en suis pas, officiellement en tout cas au Solémio, ça il faudra voir entre nous avec l'agence de l'eau. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que oui, nous poursuivrons nos travaux, en tout cas qui permettent d'avancer sur nos sujets localement. Donc les groupes 30 000, le projet Solution ACS qu'on vous a montré. Oui, nous poursuivrons une veille technique sur tous les projets scientifiques qui traitent du lessivage, des phytos, du lessivage d'azote. D'ailleurs, je crois qu'il y avait une intervention de Lionel Aletto cette semaine dans le secteur d'Auxerre sur voilà, le mouvement des métabolites dans le sol, où il y a aussi de l'ACS qui est traité. Donc voilà, on va toujours faire une veille pour en savoir toujours plus, parce qu'on avait beaucoup de questions aussi en suspens. Et puis, moi et Justine, on se tient à votre disposition sur tous ces sujets ACS et qualité de l'eau. Alors, forcément, on favorisera toutes les collaborations. On a une approche globale avec les 3 piliers parce que ça, comme vous le savez, à la PAD, ça nous tient à cœur. On essaye de maintenir cette approche-là. Aussi, tout ce qui est approche locale et collective, ça, c'est aussi notre leitmotiv à la PAD. Donc voilà, c'était juste pour vous remettre les éléments en tête et en tout cas, on fait tout pour rester sur ces sujets, en savoir toujours plus et en tout cas essayer d'améliorer le système, on va dire, dans le meilleur des possibles, bien évidemment, avec la collaboration des agriculteurs qu'on a sur le terrain, parce que sans eux, on ne ferait pas grand-chose. Donc d'ailleurs, je tiens à les remercier, car certains sont au bout du fil, au bout de la connexion, ceux du projet au Solémio, qui nous ont permis en tout cas de traiter ce sujet de manière approfondie. Et on espère en tout cas avoir des résultats sur toutes les pistes qu'on a évoquées pendant ces 5 sessions. Et on essaiera de les diffuser au plus grand nombre. Jérôme, est-ce que tu veux dire un petit mot de la fin avant de clôturer ? Oui, c'était juste pour conclure par rapport aux différents éléments que tu avais présentés. On voit bien, notamment à travers le label bas carbone dont vous avez présenté à la fin, il y a convergence un petit peu des démarches entre protection des captages, groupe 30 000, label bas carbone. Je veux dire, l'ACS est multicarte et on peut la prendre sous différents voies d'entrée. L'important pour nous, en tout cas en tant qu'agence de l'eau, c'est voir quelle est l'efficacité attendue au niveau de la protection de la ressource. Après, si la clé d'entrée est une autre clé d'entrée et une valorisation autre peut exister, tant mieux pour les groupes qui s'y engagent. Ce n'est pas forcément nous, notre clé d'entrée première, mais voilà. Ce que je veux dire par là, c'est l'agence de l'eau ne soutient pas spécifiquement l'agriculture de conservation plutôt qu'une autre. Ce qu'on soutient, ce sont les démarches qui vont vers la préservation de la ressource en eau. L'agriculture de conservation peut en faire partie, et notamment dans certaines situations, comme on vous l'a montré, ça peut être une réponse adaptée. Après, tout est une question de savoir quel objectif on vise quand on accompagne des groupes d'agriculteurs dans ces démarches-là. Et c'est pour nous le plus important, c'est de bien définir les objectifs au démarrage du projet. Merci Jérôme pour les conseils méthodologiques. En tout cas, il faudra qu'on ait ça en tête. Enfin, tous les territoires en enjeu, je pense que ce réflexe est déjà présent, et nous aussi à l'avoir au sein de nos groupes pour voir comment l'intégrer au mieux dans notre réflexion toujours globale. Donc merci, je tiens à remercier Marine aussi, Romain, Léo qui ici présents, qui vous nous avez apporté un éclairage. Et puis je vous dis à tous à très bientôt, en espérant vous revoir sur le terrain, parce que c'est aussi là-dessus c'est aussi sur le terrain qu'on observera le mieux aussi les résultats, et c'est là où aussi on illustre mieux nos propos qu'on a vus tout au long du mois de janvier en webinaire. Voilà, on vous quitte et à très bientôt. Bon, nickel. Salut tout le monde. Merci Marine. Merci. Salut.